Et je vais laisser la parole à Romain, qui va nous parler des principaux émetteurs dans le monde et des progrès réalisés ces dernières années. Romain. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation, Mathieu. Je suis très heureux, mais vraiment sincèrement très heureux et aussi très ému et touché d'être là, parce qu'effectivement, je ne m'étais jamais vu avec une forme de petite fée au-dessus d'un berceau, mais je vais regarder différemment La Belle au bois dormant la prochaine fois. Effectivement, je peux pas voir la fin de ce projet sans repenser au début du projet Finance Climact, qui s'appelait à l'époque AFAP, un nom horrible. Mais en fait, effectivement, tout est parti d'un vendredi d'été 2018, chômé, parce qu'effectivement, à l'ADEME, on a du temps, donc on peut poser son vendredi. Et c'est effectivement l'ancien directeur et fondateur de 2degrees qui m'appelle pour me dire « Romain, j'ai une super idée, est-ce que ça te dirait qu'on monte un projet ensemble pour développer les outils qui vont permettre de soutenir la mise en œuvre du plan finance durable de la SNBC2 à l'époque, et puis en bonne intelligence avec le plan finance durable de la Commission européenne à venir ». Et à partir de là, je lui dis bah ouais, ça m'intéresse carrément. Surtout qu'on vient de finir l'exercice de la task force finance durable à l'ADEME, qu'on a une liste pour le Père Noël de tout ce qu'on aimerait bien faire. On n'a aucune idée de comment on va pouvoir faire tout ça et on ne sait pas comment on va pouvoir financer tout ça. Donc ça m'intéresse. Et puis ensuite, c'est l'engrenage infernal. J'en parle au secrétaire général de l'ADEME, Noam Léandri, à Hervé Lefebvre, mon chef Thomas Gourdon, Arnaud Leroy, Valérie Quignou et Guylain Cals, et le projet est sélectionné par la Commission européenne et il apparaît même que c'est un des meilleurs projets que la Commission européenne ait reçu dans le programme Life Intégré. Donc voilà, je suis très ému d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Et donc l'idée, c'était pas vous parler du début de Finance Climact, mais de vous faire un petit tour d'horizon sur les progrès ou absence de progrès, notamment sur la partie plan de transition des entreprises depuis le lancement de Finance Climact. Alors, pour parler de progrès des émetteurs et surtout des plans de transition sur ces 5 dernières années, je vais adopter l'approche Act Initiative. Je vais regarder le passé, le présent, le futur. Et donc, déjà, on va regarder le passé. Et donc le passé, pour citer Coluche, avant il n'y avait rien, même pas un bar tabac. Il y avait vraiment rien sur les plans de transition, pour être très honnête. Les plans de transition, ça commence à devenir tendance, je dirais autour de 2020, avec notamment un rapport de l'ICMA, mais aussi un peu plus tard en 2021 avec le deuxième rapport de la TCFD qui enfin parle de plan de transition. Jusque-là, la TCFD parlait pas de plan de transition du tout. Donc à partir de 2020, effectivement, les plans de transition, tout le monde en parle. Il y a une vraie accélération depuis les 5 dernières années autour des plans de transition, puisque enfin le contenu d'un plan de transition est harmonisé. Alors, si on regarde une étude qui a été faite par les universités de Zurich et d'Oxford, qui ont analysé 28, quasiment une trentaine de cadres autour des plans de transition. Alors, certains se plaignent qu'il y a une trop grande diversité et beaucoup trop de cadres autour des plans de transition. En fait, quand les universitaires se penchent sur le sujet et regardent dans le détail, en fait, il y a un bon consensus sur le contenu des plans de transition. Il n'y a pas de divergence majeure sur qu'est-ce qu'on doit mettre dans un bon plan de transition. Le contenu est harmonisé. Je pense que vous pouvez prendre la CSRD, le TPT, le J-Funds ou autre. Vous pouvez secouer ça dans tous les sens que vous voulez. À la fin, vous retrouvez, grosso modo, sur les 5 catégories qui ont été... les 5 éléments structurants qui ont été très bien décrit par le TPT et le J-Funds, à savoir l'ambition stratégique de l'entreprise, donc la fondation du plan de transition, la stratégie d'implémentation, de mise en œuvre, toute la partie indicateurs et cibles, la partie gouvernance et la stratégie d'engagement de l'entreprise. Donc ces 5 piliers, on va dire, constituent les éléments de haut niveau d'un bon plan de transition.
Et donc maintenant, ces bons plans de transition, ils sont aussi réglementaires. On en a parlé tout à l'heure. Tu en as parlé en introduction avec la CSRD, et ça va même devenir. Ils intègrent même le cadre réglementaire au travers du devoir de vigilance avec la CS3D, en espérant que l'omnibus qui a été lancé par la Commission européenne ne fasse pas trop de dégâts, parce qu'effectivement, il y a peut-être beaucoup de choses à améliorer dans le dispositif réglementaire européen. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de bonnes choses dans ce cadre. Et je pense qu'on est assez privilégié, je pense, en Europe. Alors même si certains se plaignent du nombre de data points ou je ne sais quoi, les plans de transition, c'est une vraie opportunité. Voilà. Et le fait que la Commission européenne, dès 2019 même, avec son plan finance durable, vienne avec cette vision et cette perspective d'ensemble vraiment systémique de ce que ça doit être la transition, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde, il n'y a pas beaucoup de régions dans le monde où il y a une telle approche qui a été faite. Donc déjà, ça c'est en termes d'évolution sur les 5 dernières années, je pense que c'est assez énorme. Maintenant, l'enjeu, à mon sens, qui reste à adresser sur la partie plan de transition des entreprises, c'est la partie crédibilité. C'est parce que c'est pas le tout d'avoir un plan de transition où on a coché toutes les cases des 5 piliers structurants. Ce qu'il faut savoir derrière, c'est effectivement, est-ce que ces plans de transition, ils sont crédibles, est-ce qu'ils sont faisables? Je reviendrai dessus un peu plus tard. Alors, les plans de transition, il y en a partout, tout le monde en veut. Alors, qu'est-ce qu'il y a en fait en réalité en termes de plan de transition? Si on regarde une étude récente du CDP, qui collecte à peu près, je crois maintenant, quasiment 20 000 entreprises qui disclosent de façon volontaire, voire même il y en a qui payent pour discloser au CDP, avec un certain nombre de data points aussi. Je pense qu'ils sont même beaucoup plus nombreux que ceux de la CSRD. Donc c'est étonnant que certains répondent de façon volontaire au CDP, voire payent pour répondre au CDP, et se plaignent d'un dispositif réglementaire qui permette d'harmoniser les choses, et qui soit en plus gratuit pour tout le monde, qui permette aux superviseurs et régulateurs d'avoir une vue d'ensemble, qui permette aussi au pouvoir public de mieux comprendre les besoins aussi d'accompagnement de la transition d'une entreprise, alors que déjà un certain nombre d'entreprises le font de façon volontaire. Donc, sur les 20 000 entreprises analysées par le questionnaire du CDP, au final, il n'y en a plus déjà que 6 000 qui déclarent avoir un plan de transition aligné 1.5. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà mieux que l'année d'avant, puisque le CDP note une progression de plus 44% en termes d'entreprises qui s'engagent à avoir des plans de transition alignés 1.5. Par contre, quand on regarde après dans le détail ceux qui répondent et qui disclosent réellement sur les 21 indicateurs, là on parle juste de 21 indicateurs tels que le CDP les identifie pour les plans de transition, il n'y a plus que 140 entreprises sur les 6000 qui disclosent sur ces 21 points clés. En revanche, à côté de ça, on a 10 000 entreprises qui sont engagées à avoir des science-based targets. Donc on a des entreprises qui sont engagées à avoir des science-based targets, il y en a 10 000, mais qui ont des plans pour atteindre ces targets, il n'y en a plus que 140. Et puis quand on regarde un peu plus dans le détail, notamment sur la plateforme Transition Arc, qui est développée par Climate Arc, et qui agrège 600 évaluations de plans de transition, pour être très honnête et très transparent avec vous, il y a une partie des informations qui sont collectées par Transition Arc qui sont fournies par la World Benchmarking Alliance sur la base des évaluations qu'on réalise avec les méthodologies ACT. Voilà. Donc je suis très transparent avec vous. Sur ces 600 plans de transition qui sont évalués et agrégés dans la plateforme Transition Arc, il n'y a pas que des informations qui viennent de WBA, il y a aussi de Carbon Tracker, il y a aussi de Influence Map, de Corporate Nights, de Transition Pathway Initiative. Et donc quand on regarde selon la catégorisation qui est proposée par Transition Arc, finalement il n'y a aucun de ces 600 plans-là qui soit aligné 1.5 sur toutes les dimensions. Il y en a qui vont être très bien, très performants sur la partie gouvernance, sur la partie target. Certains sont pas mauvais sur la partie capex, mais qui vraiment soient alignés et crédibles sur tous les aspects du plan, de façon cohérente et holistique, il n'y en a pas. Alors, des secteurs qui sont hétérogènes par nature en termes de besoins de transition. Et donc, quand on regarde les différentes évaluations qu'on a réalisées côté WBA,
avec aujourd'hui 450 plans de transition qu'on a évalués sur les secteurs que vous voyez. Les notes sont quand même pas folichonnes. On va pas se mentir. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de plan de transition qui soit 100% aligné sur tous les aspects, en fait, non, il n'y en a pas. Alors, il y a des secteurs qui sont plus enclins, on va dire, que d'autres à transitionner. Notamment, je pense au secteur de l'électricité, qui est en grande partie du côté de la solution de la transition. Et aussi parce que c'est un secteur qui est beaucoup cadré par les pays, par les réglementations, par les planifications de développement des capacités de production d'électricité. C'est pas quelque chose qui apparaît par magie. Une installation de production d'électricité, c'est planifié, c'est sur du long terme. On connaît les besoins d'augmentation de consommation d'électricité et de production d'électricité. Donc, on voit que globalement, le secteur de l'électricité s'en tire quand même pas trop mal. Mais c'est pas, encore une fois, la médiane, elle est autour de 5 sur 20 en termes de voilà, c'est quand même pas extraordinaire. Même si effectivement, comme le faisait remarquer quelqu'un que j'aime beaucoup la semaine dernière, me disait, t'es quand même vachement pessimiste. À chaque fois, tu dis, les plans de transition pas alignés, mais quand tu regardes en Europe, en électricité, ça marche bien. Effectivement, en Europe, sur l'électricité, ça marche plutôt bien. Ailleurs dans le monde, c'est pas la même chose. Le secteur automobile aussi. Le secteur automobile, on voit qu'il performe plutôt pas trop mal en 2021. On va publier dans les jours à venir la mise à jour 2024. C'est moins bien que ce qu'on pouvait s'attendre en 2021, pour être honnête. Mais encore une fois, le secteur automobile, c'est un secteur sur lequel il y a eu des objectifs qui ont été fixés réglementairement. La fin des moteurs à combustion interne. Voilà. Donc déjà, ça drive la transition. La transition, encore une fois, elle apparaît pas par magie parce qu'il y a soudainement un chef d'entreprise qui s'est réveillé un matin en disant « je vais transitionner ». Ça apparaît parce qu'il y a un écosystème qui est favorable à la transition. Je vais revenir sur la partie industrie lourde un petit peu après. Mais globalement, on voit qu'il y a des secteurs qui sont peut-être plus enclins que d'autres à bouger. Sans grande surprise, le secteur oil and gas est plus mauvais. Parce que pour eux, ça fait partie le secteur fossil fuel, c'est vraiment celui qui doit transition away et pas transition toward. Et le secteur plus surprenant, c'est quand même le secteur du bâtiment, parce que sur le secteur du bâtiment, il y a quand même tout un cadre de normes qui existent, de labels, et donc c'est assez surprenant de voir que finalement le secteur du bâtiment n'est pas le plus à même à se doter de plans de transition crédibles. Alors, un des points qu'a avancé tout à l'heure Mathieu dans l'intro, c'est la partie besoin de financement. Et la partie CAPEX, on va pas se mentir, c'est la partie la plus faible aujourd'hui sur les plans de transition. Quand il y a des informations qui sont divulguées, notamment là on le voit sur le secteur, ça c'est pour le secteur de l'électricité, pardon, il y a 44% des entreprises évaluées qui ne divulguent pas du tout d'informations sur leur programme d'investissement sur les technologies bas carbone. Voilà. Le bon côté, c'est qu'il y en a 56% qui le font. Mais il y en a encore 44% qui ne le font pas du tout. Qui ne divulguent pas non plus. Il y en a quasiment 80% qui ne divulguent aucune information sur les investissements en matière de R&D. Voilà, c'est quand même assez inquiétant. Et par contre, sur celles qui diffusent des informations, on voit qu'il n'y en a que 7, en gros, sur celles qu'on a évaluées, qui dépensent quand même moins de 10% dans des technologies de transition. Donc il y a encore besoin effectivement d'avoir plus d'investissement sur la partie CAPEX. Enfin, on a besoin d'avoir plus d'informations sur la partie CAPEX dans les plans de transition. Et je pense que ça c'est rebouclé aussi. Je pense à l'outil PACTA et RMI. Je pense que c'est des choses qu'on retrouve aussi dans les évaluations qui sortent de PACTA. Je fais un petit point de focus sur l'industrie lourde, parce que l'industrie lourde, pour le coup, c'est peut-être moins cadré en termes de transition. Cependant, ça reste un secteur où il y a besoin de lourds investissements. Quand vous faites un investissement dans une cimenterie, il y a des cimenteries qui existent depuis déjà un siècle. Donc après, effectivement, elles sont modernisées dans le temps. Je pense aux fourneaux de Dunkerque, par exemple. Aux fourneaux de Dunkerque, il y a un certain nombre de générations qui ont travaillé dans les hauts fourneaux. Donc c'est des investissements à très long terme. Et là, encore une fois, on voit qu'il n'y a pas suffisamment d'investissements prévus dans l'industrie lourde. Alors, ce que je trouve quand même assez intéressant, je ne sais pas si ça marche, c'est ça.
Alors, ça va peut-être pas vous dire grand-chose, mais en gros, c'est juste pour montrer que si on prend les meilleures pratiques actuelles des entreprises, on arrive quand même à avoir des espèces d'entreprises fictives qu'ont quand même, une entreprise fictive du secteur de l'aluminium se rapproche assez bien d'avoir un plan de transition crédible. Si on prend toutes les meilleures pratiques, en gros, l'entreprise qui mettrait en place toutes les meilleures pratiques du secteur de l'aluminium aurait un plan de transition crédible. Pareil pour le ciment, pareil pour l'acier. Donc même si les moyennes sont quand même très très basses, j'ai plus en tête les chiffres exacts, mais voilà. Alors là c'est sur 60, mais peu importe. On est à 14 pour le secteur de l'aluminium, 20 sur le secteur du ciment et 13 sur le secteur de l'acier. Alors il y a des technologies qui sont quand même nettement plus matures sur le secteur du ciment que sur l'aluminium ou l'acier. En revanche, je pense à l'acier. Il y a eu récemment une publication de Steelwatch qui met en lumière le fait que ArcelorMittal a mis un gros coup de frein sur la transition, oui, malgré les subventions publiques. Et c'est pas juste un problème de subventions publiques, et ça va faire le lien avec mon prochain point sur la partie crédibilité des plans de transition, c'est qu'on a besoin de comprendre les facteurs qui permettent le changement et la faisabilité, la mise en œuvre de ces plans de transition. Aujourd'hui, si ça se fait pas, c'est parce qu'il manque des infrastructures sur l'hydrogène, en termes de production et de transport aussi. Et ça va avoir des impacts aussi sur les ouvriers, les employés de ces secteurs. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui sur la partie transition juste pour montrer quand même que quand il y a des démarches volontaires, et je pense que c'est un des enseignements des Say on Climate, du rapport Say on Climate qui a été produit par le FIR et l'ADEME cette année, on voit que globalement les entreprises qui ont des Say on Climate, quand on les compare aux résultats des autres évaluations sectorielles qu'on a réalisées côté WBA, elles surperforment. Donc il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui, au travers de plans de transition volontaires, donc ces entreprises-là, elles sont quand même déjà bien équipées pour répondre justement à des exigences réglementaires de type CSRD. Je terminerai sur la partie future quand je parlais de la crédibilité des plans de transition. On s'est réunis avec un certain nombre d'entre vous d'ailleurs, que je remercie d'avoir participé à ce groupe ad hoc au niveau international qui s'appelait Atypical, l'Assessing Transition Plan Collective. On a essayé de définir les règles pour évaluer la crédibilité d'un plan de transition. Et là, on avait défini un process, des indicateurs, des critères d'évaluation. À retenir, c'est que la crédibilité d'un plan de transition, elle réside en une triple cohérence. La première, c'est la cohérence avec l'ambition globale de décarbonisation telle que fixée par l'accord de Paris. Le deuxième, c'est la cohérence des plans de transition avec les plans de transition sectoriels et locaux, donc avec les fameux PTS, qui sont relatifs au secteur géographique où les entreprises opèrent. Et enfin, une cohérence avec les leviers qui vont être mis en œuvre par l'entreprise pour décarboner ses activités. Donc, et là, justement, cet enjeu de faisabilité, on a l'exemple avec Arcelor que je viens de nommer, mais cet enjeu de faisabilité, il va vraiment dépendre de facteurs internes et de facteurs externes qui sont le plus souvent liés aux contextes locaux où les entreprises opèrent. Et juste pour terminer là-dessus, ça fera le lien avec l'ensemble. Récemment, pendant la journée ACT, du programme national ACT, il y a un acteur du secteur industrie qui est venu me voir en me disant Monsieur Poivet, j'ai vu que WBA nous avait évalué, on a eu une mauvaise note. J'ai dit, je suis désolé, c'est pas moi qui ai fait l'évaluation. Mais il me dit, j'aimerais bien savoir comment vous avez pu nous évaluer, sachant qu'on ne divulgue aucune information sur notre plan de transition. Je dis, c'est peut-être justement là le problème, c'est que vous divulguez aucune information, donc ça a été effectivement très compliqué de vous évaluer, et donc on en vient sur une mauvaise note. Et il me dit, ouais, mais si on ne divulgue aucune information sur notre plan de transition, c'est parce que notre plan de transition dépend de beaucoup trop de facteurs externes sur lesquels on n'a pas la main. Je dis, mais peut-être juste ça, juste d'expliquer que votre plan de transition, il dépend de plein de facteurs externes, ça va aider justement à faire que ces plans de transition deviennent réalistes et réalisables, parce que ça va permettre aux pouvoirs publics, aux investisseurs publics, privés, de justement créer le bon écosystème pour que la transition soit réelle et se fasse dans votre secteur. Voilà, merci.